Messieurs et dames, à la de belle bagaille, le monde qui remet, militant de l'amour, même si on dit, je peux y quitter, pas de la cause, nous n'avons pas quitté. Messieurs et dames, à la belle bagaille, le monde qui remet, militant de l'amour, même si on dit, je peux y quitter, pas de la cause, nous n'avons pas quitté.
Bonsoir les amis. Les amis, les amis, bonsoir, bienvenue. Voilà, on est quoi? On est 25. Je vois tout le monde avec beaucoup de plaisir. On va faire un petit point rapide. C'est un jour de semaine et on est à la veille, bien sûr, du début du week-end. Alors les amis, il y a urgence en la demeure. Vous êtes comme moi au courant des choses. D'abord, on salue les amis qui sont là. Alex Bougna, Guémessa, un habitué. Étienne Noubi, que je salue. Ami personnel de Dame Majouli. Et Angers de Mengalé, depuis les Yvelines en France. Riveli Djonkou, Vincent Kanga. Voilà, qui me demande l'auteur de la chanson. C'est un groupe haïtien. On les appelle les Chleu-Chleu. Je vais te marquer ça en fin de programme. Ils font la compasse, qu'il ne faut pas confondre avec le zouk, mais c'est très familier, la musique haïtienne. Voilà. On salue M, un ou une habituée, parce que je ne sais pas si c'est une femme, si c'est un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps, depuis Los Angeles, en Californie là-bas. Thébo Yannick, un habitué, lui aussi. Je vous vois, messieurs et dames, avec beaucoup de plaisir. Voilà. Alors, il y a pas mal de choses. On va parler de Issa Chiroma Bakari. Hubert Ngamakwa, bonsoir. J'ai salué déjà mon frère. Il y a la sœur Brigitte Bomba qu'on n'a pas vu depuis, même si elle commande beaucoup mes posts. Mais on la voit avec beaucoup de plaisir. Il y a Nina L, qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Etienne Maloum depuis Valence, je crois, Valencia. Buenas noches, amigo. Donc, enfin, noche, c'est dans le sens de bonsoir ici, c'est pas pour dire bonne nuit. Et il me demandait l'autre fois si je parlais espagnol. Je m'adresse à Etienne Maloum. Je te recommande une chanson, puisque tu parles de noche. Il y a une chanson de Joe Araro. C'est un salsaman colombien qui nous a quittés depuis, que j'aimais bien. Joe Araro, et il a une chanson qui s'appelle Noche, la Noche. Voilà, il faut écouter, je vous recommande ça. La prochaine fois, je vais télécharger ça pour vous. Je peux même voir si je peux la jouer en entame en attendant que nous. Je m'adresse à mon ami depuis Valencia. La Noche de Joe Araro, voilà, j'ai retrouvé ça. Bon, je vais faire écouter quelques. Peut-être que toi qui vis en Espagne là-bas, tu connais. Voilà, on va regarder ça. Voilà, je crois que j'ai trouvé. Alors, ça, c'était pour faire plaisir à mon ami Étienne Maloum de Valencia. Donc, tu pourras écouter ça. Euh, c'est un grand salsaman, il nous a quittés. Il a d'autres chansons comme ça. Il a joué avec Johnny Pacheco, Santa Cruz, etc. Alors, on revient aux choses sérieuses, les amis. L'autre jour, je vous parlais de Issa Chiroma Bakari. Euh, Certains d'entre vous pensent que la politique, euh, c'est un jeu de billes. Pas du tout. Il faut toujours repartir. Franklin Toté, bien bonsoir. Bien, on accueille Modou. Modou, on vient à peine de commencer. Hein. On était dans les préliminaires, on parlait de musique, etc. Donc, vous n'avez absolument rien raté.
Florent Liliane et bien sûr Diego Armando Maradona, un habitué aussi. Non, non, la dernière fois, nous parlions des fondamentaux. Les fondamentaux de la politique ou de la démocratie qui remontent à la Grèce antique, un peu par Rome. Je vous ai parlé d'Agrippine, j'ai parlé de Britannicus, de Néron, etc. Euh, le foyer de la politique remonte à la Grèce antique. La politique voulue comme gestion des questions de la cité pour le bien-être du plus grand nombre et des plus vulnérables. Autrefois, sa pratique était uniquement confiée à des sachants, les philosophes, etc., les membres de l'establishment. Et ensuite, on a étendu cela à ce que vous avez appelé la démocratie, c'est-à-dire que le gouvernement des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc, ce n'est plus une affaire d'élite. C'est dit moi aussi. C'est dit, quand on dit démocratie, c'est nous. Moi je préfère le terme de l'état de droit. L'état de droit. On a le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela. Mais si on a des critères qui nous donnent le droit de faire ceci, il n'y a pas de raison qu'on en soit écarté. Donc, nous en venons à cela au Cameroun, où le Cameroun n'est pas une monarchie. Le droit divin. Si c'est une monarchie, bon, on sait que c'est une monarchie. Mais ce n'est pas une monarchie. On dit République du Cameroun. On a Paul Biya qui est là, fruit de l'administration coloniale française, qui a hérité à un autre dirigeant, lui-même produit du système, on va dire, reliquaire résiduel du système colonial. Il avait lui aussi hérité d'un autre, André Marimbida. Mais le Cameroun n'est pas une monarchie. On dit nous. C'est pour ça que j'ai fait, on va dire quoi, tout ce développement en amont, pour dire nous aussi. Nous avons droit au chapitre. Donc, je m'adressais la dernière fois aux jeunes. Le Cameroun compte 66% de la population camerounaise à moins de 25 ans. Je vois des jeunes brillants, mais je suis stupéfait parce que vous me dites, oui, Saturuma, il faut que le pouvoir parte au nord. Je voudrais bien, puisque je suis du nord moi-même, je ne dirais pas non que le pouvoir aille chez nous. Mais on ne raisonne pas comme ça. Nous sommes en République. Le pouvoir peut aller à l'ouest, il peut aller à l'est, il peut même rester au sud, je m'en fous, à partir du moment où c'est la volonté du plus grand nombre. Il n'y a pas de Camerounais de seconde zone. Nord ou sud, nous sommes tous des Camerounais. Le problème n'est pas là. Nous parlons d'un système. Vous dites que le pouvoir aille au nord. C'est un raisonnement de caste. Si les Camerounais, majoritairement, élisent quelqu'un qui est du nord, et puis le pouvoir ne serait pas la propriété des nordistes. Je vous ai dit que quand Biya quittait le pouvoir, quand Biya arrivait au pouvoir et que Ahidjo partait, moi j'avais 18 ans. Nous étions très contents. Pourtant, Ahidjo était du Nord comme nous. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'au Nord, il y avait des dissensions. C'est comme maintenant chez Soubia. Biya est du Sud, c'est un boulot du Sud. Si vous parlez à mon amie Marlène Nvoutou, elle va vous dire, elle est du Dia et Lobo. Vous avez beau être du Dia et Lobo, si vous ne faites pas partie de ce qu'on appelle la grande barrière, vous ne mangez pas. Il y a des boulots qui sont logés à la même enseigne que les autres Camerounais défavorisés. Donc le problème n'est pas que le pouvoir est au nord ou qu'il n'aille pas au nord. Ce n'est pas le critère. Nous, on a supporté Kamto. Si Kamto devenait président, ça ne veut pas dire que le pouvoir s'en va à l'ouest. Le pouvoir serait exercé par un natif de l'ouest, mais au profit de tous les Camerounais. Alors naïvement, vous dites, oui, Tchirouma. Mais Issa Tchirouma, c'est quelqu'un qui a défendu le régime Biya bec et ongle, pardon. Il a été opposant. Mais c'est ce que moi j'appelle opposant de circonstances.
Je ne lui jette pas la pierre, je fais juste l'analyse, je vous mets les faits. Certains d'entre vous ne le connaissent pas. Issa Chiroma, c'est un cheminot. C'est un intellectuel. Si vous discutez avec lui, il a beaucoup de suite dans les idées. Il est très cultivé, indépendamment de ses mérites académiques. Quand Aïdjo partait du pouvoir, lui, il était à la Douala. Travaillait dans les chemins de fer, c'est la formation qu'il a suivie en France. Et ensuite, on l'a arrêté. Il n'était pas mêlé dans les histoires de tentatives de putsch du 6 avril 84. Mais on l'a arrêté par ce qu'on appelle le délit des fascistes. Comme il était du Nord, comme Aïdjo, comme il était des Garois, comme Aïdjo, on en a déduit que forcément, c'est un putschiste. Vous rappelez-vous de la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure, dit-on. C'est la moralité. C'est vous qui n'avez pas lu ça. C'est un loup qui est là-haut et tout en bas, à plus de 300 mètres, il y a un agneau qui se désaltère. Et le loup lui dit, mais qu'est-ce qui vous prend de troubler mon breuvage? L'agneau lui dit, mais si je ne la trouble pas, je m'en vais 300 pieds plus loin. Au contraire, ce que vous buvez, votre salive vient jusqu'à moi. Je ne la trouble pas. Il dit, mais si tu la troubles, tu vas payer ta témérité. Je sais que de toi, de moi, l'an dernier, tu m'as dit, c'est-à-dire, il parle en ancien français, c'est-à-dire que l'année dernière, tu m'en manques de respect. L'agneau lui dit, mais comment l'aurais-je fait? Je t'ai même pas né. Mais il dit, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Il dit, mais je n'en ai point. Il dit, mais si ce n'est toi, c'est un de vos bergers. La raison du plus fort. Il saute dessus et il avale. Donc, quand il y a eu la tentative de coup d'État, vrai ou orchestrée, beaucoup de nordistes se sont retrouvés comme ça. Mais pas seulement des nordistes. Parce que j'ai souvent de la peine, moi qui suis du Nord, à dire à mes frères du Sud qu'il faut faire un distinguo. J'étais aidé alors de mon dernier bref passage au Cameroun. Il y a des gens qui font du soya, on me dit, ben voilà, c'est des Wadjo. Je dis, mais non, ils sont du Niger. Et voilà. Donc, vous avez les gars, il y a là-dedans, il y a les Guinéens qu'on a arrêtés, les Peuls des Guinée, certains Peuls du Burkina, parce qu'ils ont souvent le même faciès que nous. Et certains ont péri dans cette histoire par amalgame, par association de faciès. Voilà, c'est un Wadjo et tout, alors on les prend. Donc, sans distinction. Donc, Issa Chiroma Bakari a été victime de ce que j'appelle le délit de faciès. Or, entre les nordistes, il y a une guerre terrible. Parce que la double dichotomie qu'Aïdjo a vendue au reste du Cameroun consiste à dire que tous les nordistes sont un bloc homogène. Et je vois, c'est le raisonnement que vous me reproduisez, que vous me renvoyez tous. C'est un groupe homogène, sans distinction, entre nordistes, entre chrétiens, musulmans, animistes, etc. Des païens, des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui n'ont pas de religion là-bas. Mais on leur a vendu cette double dichotomie consistant à dire que tous les nordistes étaient des arabo-peuls et musulmans. Et tous doivent s'habiller en gandoura, en chichia. Donc, c'est encore le cas. Rencontrer un compatriote, que vous appelez Jean-Pierre, un Aoussa qui s'appelle comme ça, parce qu'eux, ils pensent que tous les nordistes sont des Aoussa et par conséquent des musulmans. Il faut commencer à refaire un cours d'un distinguo, voilà. Un Aoussa est différent d'un Peul, qui lui-même est différent d'un Tupuri, qui lui-même est différent d'un Tika, etc., Gbaya, etc. Il faut refaire le cours à nos compatriotes. C'est pour ça qu'il faut changer les programmes scolaires, parce qu'il y a des Camerounais qui connaissent même pas leur pays. Ils ne savent pas qu'il y a des nordistes qui sont des chrétiens catholiques, qu'il y a des animistes là-bas, qu'il y a des gens là-bas qui aiment l'alcool, qui mangent du porc allègrement, etc. Ils ne savent pas ça, parce que le colon d'abord et Aïdjo ensuite, on a voulu que les Camerounais soient des étrangers les uns aux autres. Voilà. Patrice comme dit, on a l'impression que les peuples du Nord sont très solidaires. Mais non, ça c'est une impression. C'est une fausse impression. Parce qu'il y a là des gens qui ne se connaissent pas. Vous allez trouver là-bas des peuples
Vous allez trouver les Bayas, par exemple. Vous allez les trouver dans le maillot Bagno, c'est-à-dire maillot d'Arlé, Tibati Ngandal, mais vous allez les trouver à Meganga et vous allez en trouver à Garwaboulaye, qui fait partie de l'Est, etc. Et il y a plusieurs peuples comme ça que vous allez trouver. Donc, il faut étudier l'histoire de votre peuple, etc. Donc, maintenant, on en vient, oui, le Caillan, etc. Eh bien, il avait perçu ça. C'est cette connaissance, parce que c'était un haut fonctionnaire à l'origine, c'est cette connaissance qui a fait du Cameroun, qui a fait que Biya s'est servi longtemps du Nord, du Grand Nord. Moi, j'ai dit du Nord, bon, vous dites le Grand Nord, c'est une sémantique politique, qui a fait que il s'est servi du septentrion comme d'un bétail électoral, en jouant des divisions des uns et des autres. Vous venez chez moi à Bagno, on n'est pas loin des Tibati, mais les gens de Bagno n'aiment pas les gens des Tibati, les gens des Tibati les détestent mêmement. Vous allez en Gandéré, c'est la même animosité entre les gens de Gandéré et les Garois. Et vous allez à Garoua, il y a une animosité historique et légendaire entre les gens de Marois et les gens de Garoua. Déjà, Souaïdio, quand il était Premier ministre, prenant la suite d'André Marimbida, euh, il avait décidé de punir les gens de Marois parce que l'amidio de Marois, Yaya Daïrou, le traitait de Ndjaloudjou, c'est un bâtard. Et voilà, donc il y a eu ça, mais les gens du Sud ne savent pas ça. Ils pensent que voilà, nordistes, voilà, non. Il y a des rivalités historiques sur le plan politique, etc. Avec des complexes et des préjugés. Donc vous dites Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary est parenté à Marafa. Le père de Marafa, c'est l'oncle maternel d'Issa Chiroma. Mais les deux sont des ennemis mortels. Euh, il y a le frère, le petit frère de Issa Chiroma, qui était dans son parti, mais il a été exclu du parti par son frère du fait de son soutien à Marafa. Donc vous avez ces gens de dissension qui avaient déjà cours sous Aïdio. Parce que Aïdio, oui, il est de Nassaraou, quelques encablés de Garoua, mais son soutien politique ne venait pas de chez lui. Il a bénéficié, les gens l'ont soutenu au littoral, à l'ouest. Il comptait sur, euh, il comptait sur ce qu'on appelle le Northern Cameroun. Mais à de veine, après le plébiscite, ils ont choisi d'être rattachés au Nigeria. C'est 800 000 personnes. Il a même été jusqu'à faire un recours à la Cour internationale de justice, d'où il a été débouté. Donc, Donc, il n'était pas, parce qu'on regarde, à Garoua, on le regardait de haut, sa mère est mère seule, on connaît pas son père, et tout, il fait pas partie des grandes familles comme les Ayatou, les Fadil, etc. Donc c'est au sud qu'on avait la considération pour lui. C'est pour ça qu'il a laissé le pouvoir à un homme du sud. La preuve, à peine était parti, il a commencé à être insulté par Moussa Yaya Sakifata, qui lui devait tout. Lui n'a jamais été ministre. Il a été à un moment un cadre de la CAMER et cadre du parti d'ailleurs. Il faisait partie du conseil d'administration de la CAMER. Et il a fini ambassadeur itinérant nommé par Biya. Donc, Aïdjo n'a pas fait une erreur. C'était un calcul. S'il n'avait pas mis Biya, il aurait mis quelqu'un d'autre. Il aurait par exemple mis Samuel Ebois, il aurait mis Aïssi de Victor, mais en tout cas pas quelqu'un du Nord. Donc, quand vous dites Issa Chiroma, euh, d'accord, mais vous voyez les films, c'est à Garoua, c'est à Maroua là-bas. De mon village, dans le Mayo Bagno, pour arriver à Garoua, on met une semaine. Donc, moi, je n'ai pas d'affinité avec Issa Chiroma Bakary. J'ai jamais rien profité du fait qu'il ait été au gouvernement. Pourquoi aujourd'hui, à bientôt 80 ans, je vais accorder, alors qu'il y a des jeunes parmi vous qui me regardaient, avaient beaucoup de suite dans les idées quand je discute avec vous. Mais pourquoi vous voulez que ce soit les mêmes? Vous parlez de Boubabel ou Magari, mais il a quel âge? C'est quelqu'un qui
a été secrétaire général adjoint de la présidence sous Ahidjo. Il a été premier ministre, le tout premier ministre de Paul Biya. Regardez son état physique. Il n'y a personne. Bouba Chiroma est allé chez Biya. J'étais en train de vous faire son historique. Donc, quand on l'arrête à la faveur du coup d'État, de tentative de coup d'État d'avril 84, vrai ou imaginé, il en sort après des décennies. C'est un homme maîtrisé parce que les putschistes ont visité les domiciles de plusieurs barons du système Biya. Ils ont violé certaines femmes. Le patron de la sécurité, son neveu a été abattu sous ses yeux. Donc, quand le coup avorte, Issa Chiroma est arrêté depuis Douala, on l'a amené à Yaoundé. Il est en Kondengui. Comment on l'appelle, le colonel Asso, pas encore général, il se venge. Il va en ville parce qu'ils ont violé sa femme sous ses yeux. Donc il va en ville. Ce n'est pas Issa Chiroma qui a fait ça. Ce sont des jeunes putschistes. Donc tous les soirs, le colonel Asso, pas encore général, va en ville, il se saoule la gueule. Fauchevet le dit dans ses mémoires. Il repas, il demande qu'on lui ouvre la cellule à Issa Chiroma Bakari et il lui pisse dans la bouche. Tous les soirs. Donc, quand Issa Chiroma Bakari sort de prison, tout à l'heure je vous disais qu'il était très cultivé, il cite souvent un de mes philosophes préférés, Alfred de Musset, et dit l'homme est un apprenti, la souffrance est son maître. Quiconque n'a pas souffert ne se connaît pas. Et l'autre jour, je l'ai entendu à nouveau citer Talleyrand. Talleyrand, le diable de la diplomatie française, l'homme qui a introduit l'art de la table dans la diplomatie. C'est lui qui disait il ne faut jamais faire d'affaires avec un homme qui ne sait pas manger. Donc il sort de là, c'est un opposant virulent, son cheval de Troie ou de bataille, c'est la revendication du rapatriement des restes d'Ahidjo. Et donc, Biya perçoit ça. Il perçoit ça. Et c'est intéressant parce que j'ai entendu Boubabel Omagari citer le même Talleyrand dont je vous parlais tout à l'heure, Talleyrand qui disait, qui disait que l'homme, la trahison n'est qu'une question de date. Traduction, tous les hommes sont achetables et vendables, à condition d'en déterminer le juste prix. Donc, il fait du zèle, vous l'avez vu, je ne vous apprends rien, il fait du zèle. Chaque fois qu'on arrête quelqu'un, il passe, il fait son show. En 92, ils sont allés au gouvernement, à un moment ils sont sortis, ils sont repartis, etc. Donc aujourd'hui, il vient, quand vous l'entendez, il sait parler, il parle bien. Mais qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, il n'est pas en train d'interpréter un rôle? Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas en train d'interpréter un rôle? Moi, je ne lui fais pas confiance. Parce que pas à quel moment il est sincère et à quel moment il ne l'est pas. Et puis, ce n'est pas les jeunes qui manquent. Pourquoi vous voulez que ce soit Issa Chiroma Bakari? Moi, je regarde les jeunes avocats au Cameroun. Il y en a que j'ai découvert l'autre jour quand le professeur Kamto est allé au Conseil constitutionnel. Il est entouré des garçons brillants que j'ai découverts à cette occasion-là. Pourquoi vous voulez tout le temps nous ramener des vieilles badernes qui ont fait leur temps, des gens qui sont moralement compromis? Ce n'est pas à la faveur d'une occasion, d'une élection présidentielle qu'on va changer. C'est un système qu'il faut balayer, il faut renverser la table. Et en commençant par des gens comme Issa Chiroma. Et défendait bien avec un zèle pas possible. Vous l'avez suivi comme moi. Mais je ne comprends pas votre naïveté à vouloir dire que oui, que ce soit lui. Vous avez vu Akaremouna. Je salue le frère Lucas Tasso depuis Toulouse. Vous salue 28 Capital, Patrick Tokam. Roger Tuente, alias Kabila depuis Paris.
Il y a 7 ans, vous qui me suiviez déjà, j'avais dénoncé la posture d'Akere Mouna. Akere Mouna n'est pas un homme politique. J'ai un ami français qui me disait que la différence entre Akere Mouna et Maurice Kamto, c'est que Akere Mouna était un avocat connu et Maurice Kamto était un excellent avocat. Traduction. Akere Mouna, il doit son nom par la naissance. Il disparaît et réapparaît tous les 7 ans, à chaque veille d'élection, et après il disparaît. Le cirque qu'il est en train de faire là, sur le plan, dans l'absolu, il a raison. Mais que ne l'a-t-il pas fait avant? Pourquoi n'a-t-il pas joint sa voix à celle du professeur Kamto lorsque ce dernier en parlait? Parce que Akere Mouna n'a pas soudainement découvert la science infuse. Ce n'est pas son idée. C'est comme Bobabel Omagari qui subitement commence à parler de la forme de l'État. Il triche mal comme tout. Pas un mot de la diaspora. On sent bien que cette idée n'est pas de lui. Hortense, vous avez le droit, nous sommes en démocratie. Si vous votez pour lui, vous allez toujours rester mon ami. Et vous allez voir que j'avais raison. Euh, ce numéro-là, vous êtes très jeune, Hortense. Il nous a déjà fait ce coup avant. Ce sont des gens qui ont contribué, lui et mon tonton Dakole Daïsala, c'est eux qui ont contribué à maintenir Biya au pouvoir. Le RDPC était en minorité au Parlement. Dakole allait donner des voix, on lui a donné un peu d'argent, il aimait la belle vie. Issa Chiroma, ils ont fait la même chose. Qui démissionne, c'est bien, mais nous voulons une autre tête. Issa Chiroma Baka, il n'est pas le plus intelligent du Cameroun. On a des jeunes, là, il y a Mamadou Mota, qui est du Nord aussi, et qui est à la tête du MSC. Voilà. On n'est pas obligé d'aller voter le 12 octobre. On salue Blaise Wenjou, on peut refaire une autre élection en exigeant que le professeur Kamto soit remis sur la liste. Je vous parle de Tiroma pour passer le temps, mais nous, notre combat, ce n'est pas le 12 octobre, parce que pour nous, il n'y aura pas d'élection. Mais même si elle était, je salue le camarade Émile, même si elle était dans les délais, mais qui nomme les gens au Conseil constitutionnel? C'est pas bien. Le type là qui est au Conseil constitutionnel, je dois vous rappeler que c'est un membre du RDPC, un militant du MMDC. Je dois vous rappeler que sa femme, au cas où elle ne l'est plus, était députée du RDPC. Je dois vous rappeler que ce type mourait de faim en retraite et on est allé le chercher. Vous avez vu comment il a dansé. Alors, est-ce que j'ai besoin d'insulter votre intelligence en vous disant qu'il ne peut pas voter, il ne peut pas scier la branche sur laquelle il est assis? Ça, c'est pour le cirque. Est-ce que vous savez le rôle que joue Akere Mouna? Il y a 7 ans, Akere Mouna était candidat. Vous savez, quand vous êtes candidat, vous payez une caution. La caution, c'est 30 millions. Mais si vous retirez votre candidature avant qu'on ouvre la campagne, c'est-à-dire qu'on ait déjà imprimé des choses, des affiches, on vous rembourse votre argent. Mais une fois qu'on a lancé tous ces trucs, vous vous retirez ou pas, on ne vous rembourse plus. Akere Mouna n'a pas repris sa caution. Mais pour la simple et bonne raison que ce n'est pas lui qui l'avait payé. Et au dernier moment, il dit supporter Kamto. Mais il a rejoint Kamto au tout dernier moment et pour venir jouer un trouble jeu. Quand on a commencé à faire des tractations à l'international, il est venu se mêler là-dedans pour empêcher que les choses avancent.
Là, on est en train de parler des choses sérieuses. Il s'amène et il dit qu'il faut qu'on constate euh, l'incapacité des Biya. Oui, dans l'absolu, on peut le faire, mais ce n'est pas maintenant. Il est avocat, il est juriste. Il n'ignore pas ça. Ce n'est pas ce matin qu'il a découvert que, tiens, Biya, on ne le voit pas, etc. Il ne faut pas amener les gens malades. Ne nous perdez pas le temps. Vous n'êtes pas obligé de partager nos idées, mais ne nous perdez pas le temps. Vous avez mangé, toi, ton père, parce que c'est le rôle, je m'adresse à mes amis anglophones qui sont ici. S'il va à Bamenda, candidat à Bamenda, il n'aura même pas 50 personnes sur son nom. Parce que ce qu'il est en train de faire là, nous qui connaissons un peu l'histoire, c'est ce que son père a fait. Parce que quand nos frères anglophones se plaignent de la malhonnêteté des francophones, notamment pour le non-respect de la parole donnée à la conférence de Fumban, je vous ai souvent parlé de Pierre Mesmer. Il a été au gouverneur au Cameroun. C'est lui qui a demandé à Monseigneur Thomas Mongo d'aller à 2 reprises à Bomiebel rencontrer Oumyobé dans son maquis. C'est lui qui a été remplacé par Jean Ramadier, celui qui a fait le coup d'État entre Marébida en imposant Aïdjo. Donc lui, il reconnaît dans ses mémoires Pierre Mesmer, vous pouvez acheter ça sur Amazon, ça s'appelle Les Blancs s'en vont. Et dit, Aïdjo est arrivé à Fumban entouré des conseillers français qui lui avaient proposé un test ligotant les anglophones. Les anglophones sont venus sans conseiller parce que chez les anglo-saxons, il y a ce qu'on appelle le gentleman agreement, le respect de la parole donnée. Donc quand vous dites à un anglo-saxon, oui, il n'a pas de raison de penser non. À Fumban, Ndele et Augustin Ngomju, ils ont dit, mais lisons quand même. Djongo Foncha a dit, non, ce sont nos frères et tout. Parce que Foncha avait été marqué par le traitement que leur avaient infligé les Ibo. Vous savez, quand on fait la démarcation, on a commencé par faire le condominium, c'est du gouvernement conjoint France-Grande-Bretagne, administration conjointe. Après, on a fait la démarcation, ils sont partis. Mais le Nigeria, la Grande-Bretagne n'a pas voulu faire une autre colonie, puisqu'ils avaient déjà le Nigeria. Ils ont juste rattaché cette partie au Nigeria et on l'administrait depuis le Nigeria. Mais la partie où étaient rattachés nos frères, c'était le pays, c'est l'est du Nigeria, c'est le pays Ibo. Et les Ibo sont un peuple dominateur sur deux. Ils ont très mal traité nos frères pendant les 40 ans que ça durait. Donc, il était hors de question de voter pour se rattacher au Nigeria. Mais emporté dans cette obsession anti-Ibo, Djongo Foncha n'a pas fait attention aux détails. Vous savez, si vous signez un papier d'assurance, ou bien même un contrat d'électricité, il faut toujours faire attention à ce qui est écrit en bas de lettres, en petit, en lettres minuscules. On dit que le diable se cache dans les détails. Donc, on a dupé les anglophones comme ça. Mais qui a été complice de cela? C'est Salomon Tandemona, qui, sur le plan électoral, en pays anglophone, ne représentait pas grand-chose. Aïdjo s'est servi des gens comme lui, il s'est servi des gens comme Zo Ekangaki, que Aïdjo va enlever pour faire son plan, ça va faciliter, on va dire quoi, les fondements de tous les partis qui existaient au Cameroun, parce que lisez Abel Yinga, à la fin des élections, il y avait la démocratie au Cameroun, il y avait il y avait le multipartisme au Cameroun. Donc non seulement Aïdjo a joué le tour, il a eu on va dire quoi, le jeu de passe-passe en dissolvant tous les partis politiques de la partie francophone dans son mouvement, mais il a fait la même chose avec les partis politiques anglophones, avec la complicité des gens comme Salomon Tandemona et Zo Ekangaki, qui va finir
deuxième secrétaire général de l'OUA, mais ça va finir très mal. Parce que c'était un type malhonnête. Il a brisé l'embargo sur la viande en Afrique du Sud avec cette histoire de magouille. Donc, on l'a débarqué en cours de mandat. C'est à sa suite qu'on va prendre de façon inattendue William Etekimbouma. Parce que le tout premier secrétaire général de l'OUA avait été le Guinéen Diallo Telli. Il avait fait 2 mandats. Il en aurait pu faire un troisième. Mais Sékou Touré n'a pas donné la caution. Donc, on a élu à sa suite un Camerounais, l'anglophone Zouaï Kanga, qui n'a pas fini son mandat. Ensuite, Eteki est venu. Donc, ce que fait Akeremouna, pour des gens comme nous qui ont vécu et qui savent décréter ces choses-là entre les lignes, on en a vu d'autres, c'est pas sincère. C'est pourquoi maintenant on est en train de faire débarquer quelqu'un. Ou alors il est au courant que Biya est mort. Il sait des choses que nous, on ne sait pas. Pourquoi avoir attendu? Il aurait pu le faire depuis Elecam. Parce que c'est là-bas que ça se jouait. Il aurait pu joindre sa voix à celle de notre ami Onana, Teller, pour que ça commence au niveau d'Elecam. Pourquoi attendre maintenant? Voilà, donc je ne pense pas qu'il est sincère. Il a toujours joué un rôle trop. Pourquoi est-ce que il disparaît et il réapparaît à chaque veille d'élection? Et après l'élection, il disparaît, il est parti pour 7 ans. Après, il fait des coups de poing, des histoires de justice, il veut capitaliser. Il n'a pas de troupe. C'est un homme seul. En dehors de Limbié-Lobé, il n'a pas de troupe. Sénat dit la France avoue avoir fait la guerre jusqu'en 1911 dont Edio était une marionnette. Oui, c'est une évidence, Sénat. On n'a pas besoin d'avoir été à la Sorbonne pour le savoir. Je venais de vous parler de Pierre Mesmer. Mais le premier ministre, le tout premier ministre de l'autonomie, de mai 1957 à février 1958, André-Marie Mbida, a été débarqué avec la complicité d'Aïdio. Parce que les Blancs se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Au début, on confie la formation du gouvernement à André-Marie Mbida, mais André-Marie Mbida n'était pas qualifié. Il avait 11 sièges de moins qu'Aïdio. Mais étant chrétien, maîtrisant le système, on s'est dit, voilà, ça allait être une marionnette. Mais ils se sont trompés. André-Marie Mbida arrive, il enlève le drapeau français, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, il se débarrasse de la Marseillaise qu'on chantait, il organise l'administration du Cameroun en province, c'est à lui que nous devons l'organisation administrative du pays en province, et il n'en faisait qu'à sa tête. On l'enlève, on met à idiot. Oui, marionnette, mais le problème c'est que une fois le dernier chef historique de l'UPC, en l'occurrence Ernest Ouandji, pour ne pas le citer, une fois qu'il est exécuté, il a été exécuté le 15 janvier 1971, c'est-à-dire 22 jours avant l'arrivée de Georges Pompidou, le président français au Cameroun. Donc, une fois qu'il a fait cela, il déroule son programme, mais il fait du zèle. Il veut donner des gages parce qu'il sait que il n'y a aucune déclaration où Ahidjo revendique l'indépendance. Pierre Mesmer, dont je vous parlais tout à l'heure, citant ses mémoires, Les Blancs sont bons, il dit, nous, la France, avons donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins ou qui ne la réclamaient pas du tout. Je m'adresse à Sénat. Donc, c'est une évidence. Mais Ahidjo, une fois qu'il, je ne sais pas si on va appeler ça des remords, il veut s'arracher, ça va lui coûter très cher. Parce qu'il n'est pas dans la francophonie, il n'est pas dans le Commonwealth, il a quitté le conseil d'administration intégré
fait qui a vu le jour pourtant à Yaoundé, il a quitté l'OCAM, toutes les histoires de la France-Afrique, il est parti. Il fait des choses avec les Allemands, avec les Canadiens, etc. Même s'il est encore un peu l'homme de la France, mais ça va lui coûter cher. Et vous connaissez la suite. Donc, Momo dit comment est-ce que nous pourrons-nous faire pour que les Camerounais sortent dans la rue en masse. Ben, il faut les conscientiser. C'est le professeur Kamto qui avait l'habitude de dire le jour que les Camerounais voudront que ça change, ça changera. Parce que l'initiative, c'est ce qu'il a dit à Paris, mais les gens disent oh, il appelle comme au Sénégal, machin. Ils n'ont rien compris. Voilà. Si vous voulez, on salue l'ami Oli Sachika, si vous voulez que ça change, ça va changer. Je vous ai fait la métaphore à plusieurs reprises. Il n'y a aucune armée sur la terre qui va tirer sur 5000 personnes. Personne. Imaginez les cadavres des 50 chiens mis côte à côte. Ça fait beaucoup. A fortiori un être humain. Ces militaires-là, ces policiers, ces gendarmes, ce ne sont pas des martiens, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont de la famille. Et souvent parmi nous. Donc, vous qui me posez la question, Momo Diaz, le jour où les Camerounais voudront vraiment du changement, ça arrivera. Et ça sera de leur fait. Parce que étudier toutes les histoires de révolution, aucun peuple, la révolution, personne ne va faire la révolution à votre place. Ça sera votre initiative et votre initiative seulement. Donc, vous me posez une question à laquelle vous avez la réponse. Le jour que vous voudriez vraiment, le jour que les Camerounais auront marre de la souffrance, ils vont mettre fin à ça. Ils vont arrêter d'être distraits par des initiatives comme celles que nous voyons, où quelqu'un vient nous dire, on est en train de parler de quelque chose, et il débarque et il commence à nous dire, oui, on va empêcher Biya. Nous, on ne veut pas de cette élection. On ne veut rien parce que c'est un système malhonnête qui donne les résultats. Qui donne les résultats. Nous n'avons pas confiance. Tu vas te plaindre chez ton bourreau de ce qu'il te fait. Qui nomme les gens au Conseil constitutionnel. Il faut être naïf pour penser que Clément Atangana va risquer de passer ses jours au CED ou en Kondengui parce qu'il va donner tort à Biya. Ils vont trouver un moyen. Mais s'ils n'ont pas donné raison au professeur Kanto, ce n'est pas à Keremouna. Et pour Kanto, il s'agissait juste qu'il concourt. Mais pour Keremouna demande qu'on dise que Biya est incapable. Alors, Sénat me dit, tu connais l'histoire du ministre qui avait une femme qui s'est donné la mort à la présidence. Je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si vous parlez du Cameroun. Si c'est en France, je connais la femme d'un ministre qui s'est suicidée parce que Sarkozy avait couché avec elle et son mari qui était ministre, etc. Donc, je ne sais pas. Sénat, dites-moi, précisez-moi, je vous dirai si j'ai l'information. On salue le frère Namé du Nil. Non, le jour que les Camerounais vont prendre conscience qu'on ne peut pas aller au paradis sans passer par la case mort. Parce que Jésus, pour ressusciter d'entre les morts, il fallait qu'il meure auparavant. Alors, Olivier Kenfa, qu'on accueille, demande si on peut parler sur les accords coloniaux. Sommes-nous toujours sur ces accords coloniaux? Oui. Oui, j'aimerais dire non. Oui, d'abord. Parce que ces accords ont des tentacules. Ils renaissent souvent de leur centre. Mais prenez le franc CFA. D'abord, vous prenez, parce que je vous parle du franc CFA, parce que tout le monde en parle. Le franc CFA n'est pas un accord, c'est un décret.
Donc, on peut le défaire avec la volonté politique. Mais pour défaire le franc CFA, il faut que vous ayez quelque chose d'autre en place. Parce qu'un pays a besoin de monnaie. Mais ça peut se faire. Mais qui aura le courage de le faire? Je suivais une interview l'autre jour lorsque des gens étaient stupéfaits. C'est un jeune homme qui disait qu'il était stupéfait que Laurent Gbagbo, qu'on perçoit comme un nationaliste, ait donné de l'argent à Jacques Chirac. Mais quand on est journaliste, on doit connaître ce qu'on appelle le rapport de force. Ces gars qui ont donné de l'argent au président français pour financer leurs élections et faire toutes autres choses, ils ne faisaient pas de gaieté de cœur. C'est ce qu'on appelle payer la dîme. Vous avez votre boîte de nuit ou un magasin et il y a des mafieux qui raquettent. Ou vous achetez la paix et ils garantissent votre protection, ou vous ne le faites pas et ils organisent le saccage de votre boîte de nuit ou de votre boutique. Les accords ont encore cours, oui. Il y a des pays qui les ont annulés. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali, au Kenya et au Niger. Mais la plupart, il y a des aspects. Oui, le Niger n'est plus là-dedans. Le Mali non plus. Le Burkina. Ils ont quitté la CEDEAO, qui est une sorte de succursale de la France-Afrique. Mais ils sont dans l'UMOA. Parce que c'est le volet monnaie. Donc, les accords. Prenez le cas de la France. Mon frère Olivier, qui m'a posé la question. Il y a 2-3 ans, la France avait depuis 6 ans reçu une commande d'un sous-marin nucléaire pour l'Australie. C'est beaucoup de milliards. Mais quand le sous-marin est arrivé à terme, au moment de la livraison, les Américains ont mis un veto. Ils ont dit non, pas question, parce que vous, les Français, votre technologie est infestée par les Chinois. Alors, les Australiens sont nos partenaires. Vous ne pouvez pas livrer ça. Bon, les Français ont un peu boudé. Ils ont rappelé leur ambassadeur en consultation. Ça s'est calmé, on les a dédommagés un peu. Donc, tout le monde vit avec des accords. Mais le problème n'est pas les accords en tant que tels. C'est-à-dire, bon, les accords avant les indépendances, c'était le remplacement des gouverneurs à la peau blanche par des gouverneurs à la peau noire. C'est-à-dire, la France était tenue à donner les indépendances. Je vous ai parlé ici à plusieurs reprises du président américain Wilson, qui avait dit qu'il était hors de question que les gens conservent les colonies. Il était hors de question qu'on conserve les colonies. Mais la France, qui devait tout aux États-Unis, la France a dit très bien, on va donner des indépendances, mais sans les donner. Donc, pour s'assurer que nous sommes là, il y a des accords. Si vous prenez les accords de défense, vous qui m'avez posé la question, vous prenez les accords de défense, mais Haïti les a signés alors que le Cameroun n'était même pas indépendant. On a signé des accords de la défense en décembre 1959 avec Michel Debré, qui était ministre de la Défense, ministre des Armées, on disait. Il avait été le tout premier ministre de Gaulle, c'est Pompidou qui l'a remplacé. Mais ici, les accords avec Ahidjo, à la veille de l'indépendance. Parce que le Cameroun va inaugurer le bal de ces accords, notamment pour ce qui est de l'aspect militaire. Mais non, Sénat, Macron n'a rien à voir avec l'élimination de Camto. C'est une maladresse. Je vous ai dit que même Biya n'a rien à voir avec ça. Biya, Lucide, n'aurait pas accepté qu'on élimine Camto. Pas pour que Camto gagne, quitte à ce que, beaucoup plus tard, on puisse tricher, mais pas comme ça. Biya, c'est un dictateur, mais lui, il a la classe. Ça, ce sont des trucs de Chantal, avec Tanganji et Ngongo. Mais Biya, Lucide, jouissant de tous ses sens, n'empêcherait pas Camto d'élection. Il le coincerait devant, pardon. Pas comme ça. Macron n'a rien à voir dedans. Pas du tout. Parce que Camto n'est pas un danger pour la France.
Parce que le monde a changé. La France ne perd rien si Kamto est président. Kamto n'est pas un bat-en-guerre. Kamto dit, nous allons multiplier les partenariats. Mais on ne fait pas la diplomatie en menaçant les gens. Voilà, c'est pour ça quand on parle des questions, il parle du développement régional. Parce que vous ne pouvez pas faire le panafricanisme avec des slogans et des incantations. Il parle du réalisme. Il y a ce qu'on dit en privé et il y a ce qu'on dit en public. Un homme qui est appelé à diriger un État ne peut pas, comme Kamto, se mettre sur la place publique et insulter les pays, quel qu'il soit. Voilà. Personne ne fait ça. Un homme d'État n'est pas un activiste. Donc, dit que Macron ferait... il y a une réalité. Dans les relations internationales, on tient compte de la dynamique du rapport de force. Vous avez vu les images hier à la Maison Blanche. Macron assis dans un couloir attendant l'audience. Donald Trump les a alignés. Jamais De Gaulle n'aurait accepté ça. Jamais François Mitterrand n'aurait accepté ça. Pareille humiliation. C'est Sarkozy qui a ramené, parce que il y avait des bases militaires en France. Hein. Il y avait, on salue la Reine Blanche qu'on accueille avec beaucoup de plaisir. Il y avait une base militaire canadienne en France, et il y avait des bases militaires américaines en France. C'est De Gaulle en 66 ou en 67 qui est sorti de l'OTAN et leur a demandé gentiment de partir. Comme ce qu'ont fait les Maliens et les Sénégalais. Ils sont partis. La France est sortie de l'OTAN. C'est Nicolas Sarkozy, quand il est élu en 2007, c'est lui qui ramène la France au sein du commandement intégré de l'OTAN. Mais jamais De Gaulle n'aurait accepté ça. François Mitterrand, non. La France avait une voix singulière. La voix de la France était attendue, elle était souhaitée. C'est la France, sous Mitterrand et Roland Dumas, qui a ramené Yasser Arafat au sein de la respectabilité, en lui soufflant l'idée de dire, au sujet de la charte de l'OLP, qui préconisait la destruction de l'État d'Israël. On lui a dit, tu peux pas faire ça. Il faut dire que cette charte est caduque. Elle n'a plus lieu d'être. Donc voilà, dans le monde, pour parler à mon ami Sénat qui parle de Macron, la France n'a plus ce pouvoir. De Gaulle disait que la France doit être neutre. Il disait, pour que la France soit grande, il faut qu'elle soit la France. Et pour qu'elle soit la France, il ne faut pas qu'elle donne l'impression de parti pris. Je parle ici de la politique arabe de la France et de la politique israélienne de la France. Oui, Israël doit être reconnu, protégé dans les frontières sûres, etc. Dans le même temps, on doit reconnaître la même chose à un État palestinien, vivant côte à côte avec un État israélien, chacun dans des frontières sûres et garanties. Ça, c'est la position de la France. C'est pour ça que la France n'est pas allée en guerre en Irak, etc. Parce que la France doit être en situation de parler à tout le monde. Mais si vous commencez à faire des partis pris, vous n'êtes plus audible. Si vous avez un problème avec un ami ou votre frère, vous m'appelez comme arbitre, et tout de suite, je montre des tendances de parti pris, je ne suis plus audible. Je deviens le parti pris. Donc, oui, Olivier, ça c'est la poudre aux yeux. Ils ont sorti de quels accords coloniaux? Le siège de la BEAC est au Cameroun. Et vous avez la BEAC en Afrique centrale, Banque des États de l'Afrique centrale. Vous avez en Afrique de l'Ouest la BCAO, Banque des États de l'Afrique occidentale ou de l'Afrique de l'Ouest. Mais dans toutes ces institutions régionales au Cameroun, vous avez 4 Français qui siègent au conseil d'administration avec le droit de veto. Et le siège de cette histoire est au Cameroun. Est-ce que le Cameroun fabrique sa monnaie? Non. Est-ce que le Cameroun bat la monnaie? Non.
Est-ce que le Cameroun fixe les taux, comment on va dire ça, fixe ses taux d'intérêt? Pas du tout. Les taux directeurs et tout, non. Biya a sorti ça dans quel contexte? Les gens qui protègent Biya, c'est la France. Macron est venu, je n'ai pas l'image, mais vous la connaissez. Euh, Biya a présenté son fils. Il est valable. Mais les vérités évoluent parce que la politique internationale, les relations internationales ne sont pas statiques. On tient compte du contexte et on fait des ajustements pour son intérêt. Mais l'intérêt de la France, en ce moment, ne commande pas qu'elle soit fâchée avec la rue africaine. Vous avez deux pays, Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas n'importe quel pays. La France a appris de ce qui s'est passé au Niger, de la maladresse qu'ils ont commise au Niger. Parce qu'il aurait suffi de dire, voilà, la France prend note de la situation politique, mais nous appelons les uns et les autres, le baratin, le blabla diplomatique habituel, nous appelons les uns et les autres à la retenue, etc. Mais la France sera aux côtés du peuple du Niger, le moment où elle voudra repartir, etc. Vous ne vous mêlez pas de ça. Mais au contraire, on est parti dans les menaces. Et ça, c'est Macron. Parce que jamais François Mitterrand n'aurait fait ça. Même pas Jacques Chirac. Donc, la France sait qu'elle a commis des erreurs au Niger, au Burkina et au Mali. Elle ne va pas refaire ça avec le Cameroun. Le Cameroun, c'est une autre paire de manches. C'est un pays à l'intersection du golfe de Guinée. Il fait frontière avec un pays comme le Tchad, qui lui-même est à cheval entre l'Afrique de l'Est et le Maghreb. Donc, on ne peut pas faire ça. Voilà. Akere Mouna, je parle avec vous parce que le rôle d'Akere Mouna est trop. À un moment où les Camerounais veulent renverser la table, c'est-à-dire faire partie de ce régime, si ça ne dépend que de moi, il n'y a pas d'élection. Ce que nous voulons, c'est que ce régime s'en aille, avec ses oripeaux. S'ils ne partent pas, et ils font une élection le 12, sans Camto, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire, mais nous disons qu'il n'y a pas d'élection. Nous, on ne veut plus de ce système. Il faudra que les Camerounais aient la possibilité de s'asseoir et de faire ce qu'ils n'ont pas pu faire en 1990, c'est-à-dire une conférence nationale, qu'on mette tout à zéro. Il y a beaucoup de morts pendant les indépendances. Quelqu'un me parlait du rapport là tout à l'heure de la reconnaissance de ce que la France a fait. Il faudra qu'on parle de ça. Il y a des fausses communes. Il y a des familles qui n'ont pas pu faire des deuils parce qu'ils ne savent pas si leurs enfants sont morts, s'ils sont partis en exil, ils sont morts là-bas. Chez nous, au nord, il y a eu un génocide en avril 84. Il y a des familles qui n'ont pas encore fait des deuils, qui ne savent pas si leurs enfants sont encore de ce monde. Il y a beaucoup trop de haine. Mais au lieu de régler ça, on active le tribalisme pour faire diversion. Akere Mouna, il est gentil, mais il aurait dû penser avant. Il aurait dû penser avant. Robin de Bois, écrivez-moi. Nous avons mis sur pied une structure où nous recueillons de la logistique. Voilà. Robin de Bois, vous me posez la question. Écrivez-moi en privé. Voilà. Alors, il y a Lucas Tasso qui dit il répond au Sénat, il dit ce n'est pas la femme qui s'est suicidée, mais son mari, qui était alors l'adjoint de Fouchibé. Elle a trompé son mari avec Sohi Clément, alors directeur du cabinet civil, et un ami d'Aïdio. Le mari de cette femme blanche est devenu fou et a tué l'enfant qu'il a eu avec cette blanche. Elle avait été envoyée par les services de renseignement français. Ah ben voilà quelque chose que j'apprends, Lucas Tasso. Alors, Sénat qui posait la question, vous avez la réponse de mon ami Lucas Tasso depuis Toulouse. Non, je n'étais pas au courant. Je sais qu'il y avait pas mal de femmes blanches qui avaient épousé les dignitaires du régime. Par exemple,
comment on l'appelait, je crois que c'était René Oona, Barbe Bleue, Barbe Dieu, qui avait épousé une Française. Et à un moment, Fauchivel l'avait mis en prison, soit idiot. Voilà, quand 3 ans, le peuple libéral l'Égypte, libérer les Cameroun de la dictature. Donc, on a le plan B. C'est du plan B que je parle. Et c'est pour ça que je dénonce la manœuvre de diversion d'Akaremouna. Parce que c'est une manœuvre de diversion. S'il y a une année, ou même au début, avec les manigances d'Elekam, il avait parlé de ça, j'aurais applaudi. On salue Marie-Miche, bienvenue. Victor Kate, nice to see you. I think you're in Manchester somewhere. Excellent question from Victor Kate. Of course, the balance of power is in our favor. People don't know how to apprehend those things, don't realize that that's what the English people call the momento. The momento is with us. Excellente analyse de Reine Blanche. Reine Blanche dit, même le silence de Camto est un plan B. Je pense que ce calme même le fait peur. Mais c'est vrai, Reine Blanche. Je vous fais une métaphore. On se voit dans une fête. Vous me giflez et je ne réagis pas. Mais vous n'allez pas me dire, vous giflez parce que je vous ai giflé. C'est moi, l'initiative de la réplique m'appartient. Je peux vous gifler là où vous m'avez giflé. Je peux vous insulter. Je peux prendre un seau de champagne et vous balancer ça sur la tête. Ou alors je ne fais rien. Et je vous attends dehors. Si je ne vous attends pas dehors, peut-être demain matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez me trouver devant votre porte. Mais tout ça, vous ne savez pas. Parce que je ne vous dis pas ce que je vais faire. Vous m'avez giflé, mais ça ne vous appartient plus. L'initiative de la réponse dépend de moi. Et je peux le faire aujourd'hui, je peux le faire demain, je peux le faire dans 10 ans, mais je peux aussi le faire dans 20 minutes. Mais vous n'en savez rien. Et comme vous le dites si bien, c'est cette incertitude qui crée de l'anxiété. Et commence à dire, oui, mais que quand ils disent quelque chose, mais si vous vouliez qu'ils disent quelque chose, il ne fallait pas l'éliminer. Il ne fallait pas l'écarter. Vous l'avez écarté. Très bien. Vous écartez un Camto, apparaissent des milliers de Camto, voire des millions de Camto, que vous ne connaissez pas, qui sont dans le noir, qui vous regardent, mais que vous ne connaissez pas. Donc vous marchez en guettant le derrière. Ça peut arriver à tout moment. Dans la Bible, Jésus dit, nul ne connaît l'heure, ni le jour. Même pas les anges, même pas le Fils, sauf le Père sait. Donc, quand vous l'avez éliminé, c'est bien. Mais il y a autre chose. Et on avait prévenu. Donc, le gars qui m'a posé la question, le compatriote, le citoyen qui m'a posé la question, oui, le plan B, plus que jamais. Mon frère Victor Kate, depuis Manchester, a posé la question. La dynamique du rapport de force. C'est la même chose que dit Reine Blanche. La dynamique du rapport de force est en faveur du peuple. Le peuple choisit. 12 octobre, c'est pour vous. On peut frapper avant, ou après. Excellent, Francis, quoi. Mouna, il est là, il est en train de gesticuler. Il n'a pas de troupes. Son seul supporter, c'est Limbi il n'a pas de parti politique. Il vient dire, même si on le laisse avec Biya, il ne sera pas élu. Même à Bamenda, chez lui, je parle sous le contrôle de mon frère Victor Kate. Élection à Bamenda, à Kerem, on a peut même faire 50 personnes. Parce que les anglophones, eux, ils ont une culture politique.
C'est pas comme les francophones. Vous allez à Baminda, vous allez trouver la maman qui vend les oranges. Elle connaît les questions de culture politique. Elle connaît les dynamiques. C'est nous, les francophones, on nous étouffe avec les gros noms. Oh, Issa Chiruma Bakari. Oh, les gens du Nord. Bouba Bello Magari. Mais ça, c'est du vent. Bouba Bello Magari est très malade. Je ne suis pas en train de vous dévoiler un secret médical puisque c'est du domaine public. Depuis 2022, il demande une évacuation sanitaire. Laurent Esso était dans le même cas de figure jusqu'à ce qu'il signe une lettre blanche, on appelle ça un chèque en blanc, pour s'engager qu'il ne sera pas candidat. La même chose qu'on a fait faire à Eto, pour qu'il n'aille pas en Kondengui. Il a été à la télévision chez les Français, il a dit ça là-bas. On a dit non. Tu vas à Banganté avec Cortés et tu le dis en public que Paul Biya c'est ton père. On finit de te verser la boîte de l'huile de sardine. Voilà. Tu es grillé, on te met de côté. On a fait la même chose avec Laurent Esso. Euh, le pauvre, il est malade depuis 2022. Il demande l'évacuation sanitaire. On lui dit non, tu signes. Depuis qu'il est revenu, vous avez entendu encore qu'il parle quelque chose. Alors qu'il a failli se battre avec René Sadi, à qui il donnait du monsieur le président de façon sarcastique et ironique. On te grille. Tu sens, tu pues la sardine, l'huile de sardine. Donc, c'est là où je vous dis les gens du RDPC sont très forts. C'est-à-dire que les gens qui manipulent contre vous, vous n'avez pas idée. Chacun est dans sa partition. Vous avez vu ces derniers temps, les jeunes, c'est vous qui m'écrivez pour m'envoyer des vidéos en interne. Issa Chiruma Bakari, il s'est levé. On dirait un chef d'État. C'est comme ça Aïdjo est arrivé au nord. Vous pensez que si Biya ne t'autorise pas, on va te laisser faire ça? Tu as fini au cachot. A contrario, Kamto, il fait sa réunion à Paris. Il revient dans son pays. Il veut aller au QG. Ses militants l'attendent. On l'empêche et on l'oblige à rentrer à Yaoundé. Et puis Issa Chiroma Bakari, on le laisse faire. Il doit être très puissant, non? Vous ne trouvez pas, les amis? Allez raconter ça aux chiens. Ça, c'est comme mon ancien patron Bernard Tapie avait l'habitude de dire, ça c'est la plaisanterie, la bouillie pour les chiens et les chats. Issa Chiroma Bakari, un corrompu, dans les histoires de TNT, il a bouffé l'argent intégralement. Sa fille est mariée au neveu de Paul Biya. Vous me racontez quoi, les amis? Réveillez-vous quand même un peu. Soyez pas naïfs à ce point. Donc, Laurent Isso était malade. C'est à la même période qu'on découvre que Bouba Bello Magari est malade. Ses médecins lui disent, parce que lui, il a beaucoup d'argent. Hein. Il peut se faire soigner de lui-même, il ne peut pas se quitter. Donc, on lui dit, si vous ne faites pas une évacuation sanitaire, si vous ne faites pas quelque chose, le mal dont vous souffrez, c'est-à-dire la contorsion des testicules, ça peut se transformer en cancer de la prostate et cancer généralisé, métastase, c'est comme ça que les médecins parlent. Lui, il a démissionné parce qu'il demande une évacuation sanitaire qu'on ne donne pas. Et il voit qu'il n'a pas accès au président. Cette démission, c'est un appel au secours. Parce que le projet de Issa Chiroma Bakari, de Bouba Bello Magari, c'est pas de devenir président. Il veut vivre. Il a plus besoin d'une évacuation sanitaire que ce qu'on appelle en italien des combinations, des combines politiques. Quand il négocie avec Kamto, avant qu'on ait les cartes Kamto, il négocie en même temps, Jeune Afrique l'a révélé, il négocie en même temps avec les gens du RDPC. Mais les gens du RDPC lui disent d'attendre la fin de l'élection. Donc d'abord, on va voir après. Donc vous n'avez pas les mêmes agendas. Vous les jeunes, votre vie est devant vous. Vous connaissez le programme de ces gens? Moi, je connais le programme du professeur Kamto par cœur.
multinationalité, un ministère spécialement chargé pour s'occuper des soucis de la diaspora. L'éducation obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans au moins. Couverture médicale universelle pour tout le monde. Tout le monde paye, mais à ce niveau. Si tu gagnes 50 000 francs, tu payes 100 francs. Tu auras la même couverture, le même niveau de couverture que quelqu'un qui a 10 millions, parce qu'il a 10 millions, il paye 500 000. Toi, tu as payé 100 francs, mais vous avez le même traitement. Un ministère spécialisé pour rien que pour la diaspora. De telle sorte que quand quelqu'un en diaspora a un souci, au lieu de commencer, il y a un ministre qui s'occupe de cette histoire, de cet aspect des choses. Vous connaissez le programme de Issa Chiruma Bakari? Vous connaissez le programme de Bouba Bello Magari, qu'il a triché, il a triché une partie du programme du professeur Kamto. Il a même mal triché, comme ça, les mots en l'air, la forme de l'État, c'est tout. Voilà. Et il dit des choses dans des slogans. Mais le vieux, il a mal, il est malade. Regardez ces photos. Je ne me moque pas, parce que la maladie, on ne l'achète pas au marché. Ni la mort. Je ne peux pas moquer quelqu'un parce qu'il est malade, parce qu'il est vieux, ou bien parce qu'il... C'est la limite que nous fixe à tous la nature. Mais vous avez lu Amadou Ampatemba. Il dit, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Pourquoi dit-il ça? À cause de la tradition orale. Parce que nous, on a découvert l'écrit, enfin l'écrit moderne, assez tard. Donc tout se transmettait par les griots. On dit des griots qui sont, on va dire quoi, ceux qui préservent la mémoire, les dépositaires de la mémoire commune. C'est pour ça un griot, terme que les jeunes confondent, parce que quand je parle aux jeunes, quand on dit griot, on pense que c'est un mendiant. Non, un griot n'est pas un mendiant. Un griot fait partie de la cour. C'est le dépositaire de la mémoire collective. Et donc, quand Amadou Ampatemba dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui vole, c'est parce que le vieillard a vécu, il a emmagasiné des choses qu'il doit transmettre à la postérité. Et Kizerbo, un historien burkinabé, voltaïque à l'époque, il disait, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est un gardien de la tradition, c'est un témoin qui est éliminé. C'est pour ça que nous avons le devoir de laisser les choses. Voilà, nous, on a connu ceci, c'était comme ça, c'était comme ça. C'est pour ça que je vous période à idiot, à ceux d'entre vous qui n'ont pas connu cette époque. Je vous dis, écoutez, le fait que je sois né avant vous n'est pas un mérite, c'est pas un diplôme. Mais néanmoins, je vous dis que voilà comment c'était. On a eu un Cameroun meilleur. Il fut un temps où être Camerounais, c'était... Nous sommes allés en Afrique de l'Ouest. Quand on disait, moi je me rappelle, je vais faire une démarche au ministère de l'Intérieur au Ghana. J'étais 35e sur la liste. On est assis sur le banc tout au long du ministère. Et le ministre entrant, on lui dit qu'il y a un Camerounais. Il m'a pris le premier. Too much food in Cameroun, too much food. Et tout ça. Et j'avais les larmes aux yeux pour mon pays. Mais aujourd'hui, l'image du Cameroun est cornée. Nous avons à 2 reprises remporté le trophée des pays le plus corrompus du monde en coiffant au poteau, s'il vous plaît, le Nigeria. En dehors du fait de football. Vous allez, j'étais au Pérou il n'y a pas longtemps, quand vous dites Cameroun, ils vous disent Roger Mila, les plus jeunes vous disent Samuel Eto'o. En dehors de ça, on ne connaît rien du Cameroun. Bon, ceux qui sont un peu cultivés vont vous dire, voilà, vous avez le président le plus vieux du monde en exercice, encore vivant, etc. Pourtant, ce pays a du potentiel. Pourtant, les Camerounais, partout où vous allez dans le monde,
Quel que soit le domaine, les Camerounais sont des génies. Vous les prenez individuellement. Prenez ceux qui sont les enseignants. Prenez les médecins, les pilotes, les architectes. Mais nous avons la malchance que Aïdjo nous a largués. On a un type qui me rappelle, il y a cet animal, le hamster. Le hamster. C'est un animal qui mange ses enfants, ses propres enfants. Et c'est ce que nous avons. Donc moi, je dis aux plus jeunes, on a eu un Cameroun. Demandez à vos parents. Un Cameroun où les instituteurs, même pas les professeurs, le gars, il va en vacances à Paris avec son argent, il revient. Parce qu'il n'a rien à aller chercher ailleurs. Les coins les plus reculés du Cameroun, on pratique les opérations à cœur ouvert. Vous savez ce qu'on appelle une opération à cœur ouvert? On t'opère. Vous savez, quand vous avez une voiture, on enlève le moteur, on met à terre. C'est ça une opération à cœur ouvert. On t'opère, on enlève le cœur, on met sur la table. Et dans les villes de province, ça se passait au Cameroun, ça. Vous allez dans une maternité, on dit voilà la femme de Bidias Angon, à l'époque ministre de l'Éducation nationale. C'est lui qui a volé le projet du lycée de Garoua pour envoyer ça chez lui à Bafia. Aïdjo avait fait un lycée moderne pour Garoua avec des robinets. Bidia Sangon, qui était ministre de l'Éducation, il a détourné le projet, il a envoyé ça chez lui à Bafia. Et quand on a dit à Aïdjo, voilà, Bidia, il a fait ça, Aïdjo dit c'est très bien. Si vous tous vous faisiez ça, le Cameroun allait se développer. Ndamjoye a fait la même chose, un lycée classique qui partait à Garoua, il a envoyé ça chez lui à Fumban, etc. Et je vous disais, vous allez dans un hôpital, on partage parce que l'hôpital vous nourrit, et on dit, mais tiens, voilà, la femme du ministre est en train d'accoucher là-bas. Comme tout le monde. Parce que les hôpitaux, mais nous, on avait un homme qui avait été opéré de l'hernie discale. Mais nous, on allait le voir à l'hôpital parce que ça mangeait bien là-bas. On servait bien à manger à l'hôpital. Voilà. Donc, c'était ça le Cameroun. Vous voyez le sol. Mais aujourd'hui, les hôpitaux sont des mouroirs. On enferme même des gens, c'est des prisons. Vous avez des femmes qui accouchent, et qui n'ont pas d'argent, et on les enferme. Sous Aïdjo, c'était pas ça. Et c'est pour ça que j'ai dit aux plus jeunes, on a connu ce Cameroun, vous pouvez le connaître à nouveau. Votre pays a du potentiel. Potentiel. On a des amis congolais qui sont venus ici d'autres jours. La connexion est là, on me signale. Alors, j'espère que tout va bien, les amis. Donc, le jour, comme dit le professeur Kamto, le jour que les Camerounais voudront libérer leur pays, ils vont le faire. Il y a une initiative que nous avons lancée. Certains d'entre vous savent de quoi je parle. Ça va nous perdre un peu de temps. Parce que nous, on aurait voulu qu'à la faveur de l'élection du professeur Kamto, on mette des choses en place. D'abord pour se réconcilier. Parce qu'on n'a pas le temps. Le professeur Kamto dit, je n'ai pas le temps pour la haine. Et nous aussi, on n'a pas le temps pour ça. On a beaucoup de travail à faire. On va récupérer notre pays et puis vivre comme un pays normal. Ce que nous faisons là, on va le faire chez nous. Nous avons nos professeurs qui enseignent ici partout. Ils peuvent le faire chez nous. Nous avons nos médecins qui sont ici. Aller en Allemagne, aller au Luxembourg. Les meilleurs médecins sont les Camerounais. Vous allez en Écosse. Vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, vous savez de quoi je parle. Mais on a besoin de ces gens au Cameroun. Les salaires qu'on les paye ici, nous pouvons les leur payer au Cameroun. Voilà. Et nous avons une proposition. La peine de mort, comme ça se fait en Chine. Parce que si vous détournez de l'argent qui est destiné au bien commun, au patrimoine commun, vous êtes un criminel. Au sens de l'ancienne.
on va vous éliminer. Mais nous avons de l'argent, notre pays peut payer les salaires que les gens payent ici. On peut le faire. Mais il faut une discipline, il faut une volonté politique, mais il faut une volonté collective. Il faudrait que les Camerounais se mettent d'accord sur un minimum de choses. Je ne vais pas prêcher Jean-Jacques Rousseau en parlant du contrat social. Il faudra un contrat social, un contrat liant l'État du Cameroun, voulu par les Camerounais eux-mêmes, et un contrat liant les Camerounais à leur État, et vice-versa, pour le bien vivre. Quand vous allez dans des pays comme la Suisse, ils ne dépassent en quoi? C'est parce qu'ils ont le sens de l'intérêt général. Allez dans les fêtes africaines, allez dans les fêtes camerounaises, vous allez voir la mentalité. Il y a un buffet, quelqu'un vient, il se sert une montagne de nourriture qu'il ne va pas manger. Mais c'est la cupidité, ce que les Anglais appellent greed. Vous avez des gens au Cameroun qui ont 1000 salaires. Il y a des gens qui sont en Balmayo là-bas, ils ne savent pas qu'ils ont un numéro matricule. Quelqu'un est en train d'être payé à leur nom alors qu'eux, ils crèvent au village. Alors, il faudra mettre fin à ça. Mais c'est tout ça qui fait que vous avez des gens qui ne veulent pas partir, ils veulent mourir au pouvoir. On a partagé des armes à Yaoundé et des environs. Les gars ne veulent pas partir. Donc vous pensez bien que ce n'est pas avec les élections que ces gens vont partir, parce qu'ils n'ont pas l'intention de partir. Tout ce que les gens font ici en Occident, la population du Cameroun, c'est quoi? On n'est même pas 50 millions. Le Nord Cameroun, le sous-sol du Nord Cameroun est vierge. Tous les experts le disent. Et Dieu l'avait voulu comme ça. Les richesses que nous avons, le potentiel humain que nous avons, si nous gérons tout cela, comme ça s'est fait ailleurs, parce que les pays où nous venons nous cacher là, ils ne font pas la magie. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent redonnent quelque chose à la communauté. Tu habites quelque part, tu peux donner à la limite de tes possibilités, tu paies une taxe d'habitation. Parce que c'est avec ça que on va enlever les voiries, on va faire des choses. Si peut-être que tes enfants ont besoin de la crèche, peut-être qu'ils vont manger à la cantine. Ça ne va pas tomber du ciel. C'est comme quand vous faites dans les tontines. Vous donnez un peu pour le bien-être de tout le monde. Chacun à la mesure de ses possibilités. De notre époque, il y avait l'instruction civique. Tu ne jetais pas une peau de banane en public. On te fait balayer le marché pendant une semaine. Il y avait des coups de morale. Aujourd'hui, regardez l'éducation des enfants. Un enfant qui dit à sa mère, va te faire foutre. C'est inimaginable. Mais c'est parce que le système le permet. Parce que quand vous êtes corrompu, quand vous êtes injuste, vous n'avez pas d'autorité. Moi, je vois des gens qui se bagarrent avec les policiers. Mais soyez, tu ne peux pas lever la main sur un policier. Il est dépositaire de l'ordre public. Mais quand je vous parlais tout à l'heure de Amadou Mbatemba, disant que en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle par rapport au rôle de transmission de relais des anciens. Mais il y a un autre aspect, la sagesse. Les aînés sont putativement respectés pour leur sagesse. Parce que âge, vieillesse est synonyme dans le subconscient de maturité et de justesse. Mais un vieillard qui ne se respecte pas, il perd son autorité. Il n'est plus audible. Et c'est ce qui arrive à Biya. Parce que c'est un vieux malhonnête, égoïste. Il mange là-haut et en bas, les enfants disent, mais et nous alors?
Donc, quand je parlais du policier tout à l'heure, un policier qui se respecte, il ne va pas se mettre à se bagarrer avec les gens. Mais quand les gens estiment que ces décisions sont frappées d'injustice, ils en viennent aux mains. Quelqu'un qui raquette les gens, les citoyens en ont marre à un moment. Ils disent stop, ça suffit. Et c'est le ça suffit que nous, Camerounais, devons dire collectivement pour dire qu'on peut dire nous. On ne va pas dire Atangandji, on ne va pas dire Chiroma, on ne va pas dire Boubabelo. On va dire nous collectivement, nous, Camerounais. Nous, enfants de la nation camerounaise, nous aussi avons droit au chapitre. Nous aussi voulons un peu de ce gâteau. Ce pays n'est pas à vous seul. Mais si vous ne l'entendez pas de cette oreille, comme dit le professeur Kanto, les survivants vont rester à ranger le pays. On ne va pas se laisser égorger comme des canards. Et on vous avait prévenu. On vous avait prévenu que s'il n'y a pas Kanto, il n'y aura pas d'élection. On ne dit pas que Kanto aurait gagné l'élection. On ne peut pas présumer de cela. Mais qu'il ait droit comme tout le monde. Au nom de quoi? Au nom de quoi quelqu'un qui représente plus de la moitié de l'électorat, vous le privez de suffrage? L'élection d'avant, il était là, vous lui avez donné 14%. Admettons. Il représente quand même quelque chose. Donc vous pensez que vous allez comme ça l'écarter et ses soutiens vont dire voilà, merci, voilà. Non, non, non. Ce qui va arriver, va arriver. On va essayer. Si ça n'a pas marché, vous avez gagné. Mais si ça marche, vous venez de nous donner l'occasion de libérer notre pays. Mes chers amis. Bon, en bref, j'ai voulu vous parler de l'attitude questionnable d'Akere Mona. Je ne comprends pas son attitude. Il a une attitude troublante et je vous demande de ne pas vous laisser aller là-dedans. Vous qui m'écrivez Boubabelo ou Issa Tiroma, je vous dis no come to no election. Si vous avez les oreilles, vous comprenez. Mais le moment est venu pour déployer notre plan B. Ceux d'entre vous qui peuvent m'écrire en inbox, faites-le. Je vous donnerai la marche à suivre et vous me direz ce que vous penserez. Vous en pensez. Parce que la liberté ne se donne pas. Elle s'arrache. Souvent, comme disait quelqu'un, ce n'est pas le voix bébé. Alors, on ne peut pas non plus faire d'omelette sans casser les œufs. Donc, mes chers amis, je vous remercie infiniment pour votre attention. Et comme on dit à Marseille, Inch'Allah, on va se parler demain. Bonsoir.